C'est possible de remettre une ampoule avec les pieds dans le truc. Faut être... Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, où nous explorons les destins brisés et les résurrections spectaculaires de vos stars préférées. Imaginez un instant le silence, pas le silence apaisant d'une nuit étoilée, mais le silence terrifiant d'un téléphone qui ne sonne plus. C'est dans ce silence assourdissant que François Valéry a vécu pendant près de 15 ans. Sous les projecteurs aveuglants des années 80, il était le prince incontesté de la variété française et l'idole qui faisait danser la France entière sur des rythmes endiablés. Pourtant, derrière ce sourire éclatant et ces mélodies inoubliables se cachait une tragédie que personne n'avait vu venir. Aujourd'hui, à 71 ans, l'homme qui se tient devant nous n'est plus seulement le chanteur à minette que certains ont voulu caricaturer, c'est un survivant. C'est un guerrier qui a traversé un véritable enfer judiciaire et personnel. Il a décidé de briser l'omerta. Longtemps, on a cru que sa disparition des ondes était naturelle ou pire qu'elle était due à un manque de talent. Mais la vérité est bien plus sombre et bien plus cruelle. François Valéry a choisi de parler et de pointer du doigt ceux qui ont tenté de l'enterrer vivant. Il ne s'agit pas ici de simples rumeurs, mais d'une guerre ouverte contre un système impitoyable qui a cherché à le broyer financièrement et moralement. Comment un artiste qui vendait des millions de disques s'est-il retrouvé un matin ruiné et seul face à ses démons, qui sont ces forces invisibles qui ont transformé son rêve américain en un cauchemar procédurier interminable? L'histoire de François Valéry ressemble à un scénario de film noir où la trahison côtoie la gloire. Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices, comme une prophétie murmurée par une voyante qui avait lu dans les lignes de la main d'un jeune homme nommé Jean-Louis Mougeot un destin hors du commun, mais elle n'avait pas vu le prix terrible qu'il allait devoir payer pour ce nom d'emprunt. Alors que s'est-il réellement passé lorsque les lumières se sont éteintes? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre regard sur cet artiste. Tout a commencé par une prédiction. Nous sommes en 1974 et le jeune Jean-Louis Mougeot n'est encore qu'un rêveur anonyme qui gratte sa guitare dans l'ombre. C'est alors qu'une voyante, secrétaire du célèbre Marcel Amont, croise sa route et lui lance une phrase qui allait sceller son destin. Elle lui dit que son nom de naissance ne brillera jamais sur les marquises, mais qu'un autre nom l'attendait. Ce nom, c'était François Valéry. Comme par magie, dès que ce patronyme a été prononcé, les portes du succès se sont ouvertes avec une violence inouïe. Son premier titre, une chanson d'été, déferle sur la France comme une vague de chaleur inattendue. La voix est puissante et le rythme est entraînant. C'était exactement ce dont le public avait besoin dans cette France post-68arde qui cherchait à oublier les tensions sociales pour se perdre dans la légèreté et la romance. Très vite, le phénomène François Valéry devient incontrôlable. Il ne marche pas, il court, il vole vers les sommets, et si l'année 1980 marque un tournant décisif avec la sortie du titre Emmanuel. Ce n'est plus seulement une chanson, c'est un hymne qui résonne dans toutes les discothèques de l'Hexagone. Les femmes l'adorent et les hommes fredonnent ses airs entêtants. Il incarne à lui seul cette époque dorée des paillettes et des boules à facettes où tout semblait possible. Mais le véritable couronnement arrive un an plus tard, en 1981. Imaginez le tableau. Il se retrouve en studio avec la fiancée préférée des Français, la sublime Sophie Marceau, qui venait d'exploser dans le film La Boum. Ensemble, ils enregistrent Dream in Blue. Ce duo devient instantanément culte et propulse François Valéry au rang d'icône absolue. Il n'est plus seulement un chanteur de variété, il est devenu une part de l'identité culturelle française. L'argent coule à flot et les disques d'or s'accumulent sur les murs de sa villa. Il roule en voiture de sport et vit la grande vie d'une star adulée. On le voit partout à la télévision, souriant, confiant, apparemment intouchable. Il enchaîne les tubes comme Aimons-nous vivants en 1989. Un titre qui sonne aujourd'hui comme une prophétie cruelle sur l'urgence de vivre avant que tout ne s'effondre. À cette époque, François Valéry est un roi soleil. Il compose pour les autres, produit des artistes et semble avoir le monde à ses pieds. Chaque concert est une communion, chaque apparition publique déclenche l'hystérie. Il est l'image même de la réussite, le symbole d'une ascension sociale fulgurante que rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter.
Pourtant, au milieu de ce tourbillon de gloire et de champagne, un piège silencieux était en train de se refermer. Personne ne pouvait se douter que derrière les sourires de façade et les poignées de main chaleureuses des dirigeants de l'industrie se préparait l'une des chutes les plus brutales de l'histoire du show business, car c'est précisément au sommet de sa gloire, alors qu'il se croyait invincible, que François Valéry a commis l'erreur fatale de faire confiance aux mauvaises personnes. Il a apposé sa signature au bas d'un document qui n'était pas un contrat, mais un arrêt de mort professionnel. C'était en 1989, une année charnière qui devait marquer son entrée dans la cour des grands producteurs internationaux, mais qui s'est transformée en une descente aux enfers vertigineuse. François Valéry venait de signer un contrat de distribution avec Sony Music, l'un des géants mondiaux de l'industrie du disque. Sur le papier, c'était l'apogée d'une carrière, la promesse d'une indépendance artistique totale couplée à la puissance de feu d'une major. Mais l'encre était à peine sèche que le piège s'est refermé. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait d'entrer en guerre contre une machine juridique implacable, conçue pour broyer l'individu qui ose se rebeller. Le conflit a éclaté brutalement autour de droits de production et de clauses obscures, transformant son rêve en un cauchemar procédurier qui allait durer plus d'une décennie. Imaginez la violence du choc. Du jour au lendemain, les robinets financiers ont été coupés, ses comptes ont été bloqués, ses royalties gelées, et l'artiste qui brassait des millions s'est retrouvé étranglé. L'industrie musicale, cette hydre à plusieurs têtes, a décidé de le faire taire, non pas en le censurant, mais en l'affamant. François Valéry s'est retrouvé seul, désespérément seul, face à une armée d'avocats en costume gris dont le seul but était de l'épuiser jusqu'à ce qu'il renonce. On a tenté de le faire passer pour un faussaire, on a sali sa réputation, on a voulu le briser psychologiquement pour qu'il abandonne ses droits sur l'œuvre de toute une vie. C'était David contre Goliath, mais un Goliath qui avait le pouvoir de geler le temps et l'argent. La réalité matérielle de cette chute fut d'une cruauté sans nom. Pour payer ses propres frais de justice et continuer à nourrir sa famille, le chanteur a dû se résoudre à l'impensable. Il a dû vendre ses biens un à un. Le plus déchirant ne fut pas de voir partir les voitures de luxe ou les résidences secondaires, mais de devoir se séparer de ses instruments de musique. Il a raconté plus tard, la mort, dans l'âme, comment il avait dû vendre ses guitares, celles-là même avec lesquelles il avait composé ses plus grands succès. Chaque instrument vendu était comme un morceau de son âme qu'on lui arrachait, une amputation de son identité d'artiste. Il n'était plus le prince du disco, il était devenu un homme traqué par les huissiers, luttant pour sa survie dans l'indifférence générale. C'est là que le visage hideux du show business s'est révélé dans toute sa laideur. Alors que la tempête faisait rage, le téléphone a cessé de sonner. Ceux qui, quelques mois plus tôt, buvaient son champagne et profitaient de sa générosité dans sa villa de banlieue parisienne se sont volatilisés. Il a découvert avec amertume que l'amitié dans ce milieu est souvent indexée sur le cours de la bourse de votre succès. Les regards se détournaient, les portes se fermaient. Il était devenu radioactif, personne ne voulait être associé à celui qui osait défier le système. Il errait dans un Paris qu'il avait couronné roi et qui le regardait maintenant comme un paria, un fantôme du passé. Mais alors qu'il pensait avoir touché le fond, le destin allait lui porter un coup encore plus terrible, non plus sur son compte en banque, mais en plein cœur. L'année 1993 restera à jamais gravée dans sa mémoire comme celle du naufrage absolu, alors que la tempête judiciaire faisait rage à l'extérieur et menaçait d'engloutir son empire musical. Les fondations de sa vie privée se sont mises à trembler pour finalement s'effondrer. C'est dans ce contexte de ruine financière et de pression insoutenable que son histoire d'amour avec l'actrice Nicole Calfan a pris fin. Il formait pourtant le couple idéal, l'image du bonheur parfait que les magazines s'arrachaient, mais les épreuves répétées, l'angoisse des lendemains et le poids d'un procès titanesque ont eu raison de leur union. Le divorce a été prononcé et soudain, le silence de la grande maison vide est devenu plus assourdissant que les huées d'une salle hostile.
François Valéry s'est retrouvé seul, pas seulement seul face à ses juges, mais seul entre les quatre murs d'un foyer brisé. Il a dû endosser le rôle le plus difficile de sa vie, celui d'un père célibataire élevant ses deux fils, Jérémy et Michael, au milieu du chaos. Imaginez la force qu'il a fallu à cet homme pour maintenir une apparence de normalité devant ses enfants alors que son monde s'écroulait. Il devait être un roc, un pilier inébranlable, alors qu'à l'intérieur, il était dévasté. Chaque matin, il devait se lever, préparer le petit déjeuner et emmener ses garçons à l'école en affichant un sourire rassurant, tout en sachant que les huissiers pouvaient frapper à la porte à tout moment pour saisir les derniers meubles. C'était une double peine. D'un côté, l'industrie du disque l'avait banni, le privant de sa raison d'être artistique. De l'autre, sa vie sentimentale était en cendres. La presse, toujours avide de scandales, ne lui a fait aucun cadeau, spéculant sur sa chute avec une cruauté voyeuriste. On le disait fini, has-been, incapable de se relever, l'idole des jeunes n'était plus qu'un homme blessé qui marchait tête baissée dans les rues, portant sur ses épaules le poids d'une dette colossale et d'un cœur en miettes. Il a connu ces nuits sans sommeil où l'on se demande comment on va payer les factures du mois suivant, où l'on regarde le plafond en cherchant une issue qui ne vient pas. Pourtant, c'est précisément au fond de ce gouffre, dans cette obscurité totale où tout semblait perdu, que quelque chose a changé. Loin des projecteurs, loin des faux amis et des paillettes mensongères, François Valéry a puisé en lui une rage de vaincre insoupçonnée. Il a compris qu'il n'avait plus rien à perdre. Et c'est cette liberté désespérée qui allait lui donner la force de contre-attaquer. Le temps des pleurs était révolu. L'heure était venue de ne plus subir, mais de faire payer ceux qui l'avaient condamné à l'oubli. Le silence a finalement volé en éclats un jour de 2002, non pas sur une scène de concert, mais dans l'atmosphère feutrée et solennelle de la cour d'appel de Versailles, après 12 années d'une bataille juridique épuisante qui aurait brisé n'importe qui d'autre. François Valéry a remporté la victoire que plus personne n'attendait. Ce jour-là, il n'a pas seulement gagné un procès, il a récupéré son nom, son honneur et sa vie. Face à lui, le géant Sony Music. Cette entité tentaculaire qu'il avait osé défier a dû s'incliner. La justice a tranché et a reconnu que l'artiste avait été spolié, bloqué et injustement traité. C'était un coup de tonnerre dans le ciel serein de l'industrie musicale française, car pour la première fois, un chanteur seul avait fait plier une multinationale. C'est à cet instant précis que François Valéry a brisé l'omerta. Il a parlé et ses mots ont résonné comme une sentence pour tous ceux qui l'avaient enterré trop vite. Il a nommé le système qui l'avait broyé. Il a dénoncé ces contrats léonins qui transforment les artistes en esclaves modernes, privés de leur liberté de créer et de disposer de leur propre œuvre. Il a révélé au grand jour les mécanismes impitoyables d'une machine prête à tout pour le profit, même à sacrifier l'humain en récupérant l'intégralité de son catalogue. De Emmanuel à Dream in Blue, il a repris le contrôle de son histoire. Ses chansons qu'on lui avait confisquées, qu'on avait tenté d'effacer de la mémoire collective, étaient de nouveau à lui. La réaction du public et des médias a été un mélange de stupeur et d'admiration. Ceux qui le croyaient fini ont découvert un homme debout, cicatrisé mais vainqueur. Tiens, il n'était plus la victime pathétique des journaux à scandale. Il était devenu le symbole de la résistance en osant dire non, en refusant de se laisser faire. Il a ouvert la voie à d'autres artistes, prouvant qu'il ne faut jamais baisser la tête devant l'injustice. Aussi puissante soit-elle, il a raconté comment, pendant toutes ces années de traversée du désert, on avait essayé de le faire passer pour un fou, un paranoïaque, simplement parce qu'il réclamait son dû, mais la vérité a fini par éclater, et elle était de son côté. Ce moment de vérité n'était pas une vengeance mesquine, c'était une réhabilitation. François Valéry n'a pas cherché à détruire, il a cherché à reconstruire. Il a montré que derrière les paillettes et les sourires de façade, il y avait un cœur qui battait et qui avait saigné. Il a prouvé que sa voix, celle qui avait fait vibrer des millions de Français, ne pouvait pas être éteinte par des clauses juridiques ou des manigances de couloir. Il était vivant, libre et prêt à reprendre sa place, non plus comme un produit marketing, mais comme un homme libre qui a payé le prix fort pour sa liberté. Et alors que la poussière du combat retombait, une question demeurait, une question qui allait résonner bien au-delà de son cas personnel. Aujourd'hui,
À 71 ans, François Valéry contemple son parcours avec la sérénité de ceux qui sont revenus de loin. Il n'est plus ce jeune premier insouciant qui courait après les disques d'or, ni cet homme traqué qui vendait ses guitares pour survivre. Il est devenu quelque chose de plus grand, de plus profond. Il est de la preuve vivante que l'on peut tout perdre, la fortune, la gloire, l'amour, et pourtant tout reconstruire si l'on garde en soi cette petite flamme d'intégrité que personne ne peut éteindre. Son histoire n'est pas seulement celle d'un chanteur de variété, c'est le récit universel de la résilience face à l'adversité. On a voulu l'enterrer sous les procédures, le silence et le mépris, mais ses détracteurs ont commis une erreur fondamentale. Ils ont oublié que lorsqu'on enterre une graine, elle finit toujours par germer et percer le béton pour retrouver la lumière. François Valéry était cette graine. Il a transformé son enfer en une force tranquille. Lorsqu'il remonte sur scène aujourd'hui, acclamé par des milliers de spectateurs fidèles, les applaudissements ont une toute autre saveur. Ce ne sont plus seulement les cris hystériques des fans des années 80, c'est le respect profond d'un public qui a compris que l'homme en face d'eux est resté debout quand tout le monde voulait le voir à genoux. Son combat nous pose une question essentielle sur notre rapport à la célébrité et à l'humanité. Sommes-nous prêts à voir l'homme derrière l'icône ? Sommes-nous capables d'entendre les silences douloureux derrière les refrains joyeux ? L'industrie du spectacle est une machine à rêve qui peut devenir un broyeur d'âme. Mais François Valéry nous rappelle que la dignité ne s'achète pas et ne se vend pas, elle se conquiert. Il a payé le prix fort pour sa liberté, un prix que peu seraient prêts à payer. Il a sacrifié des années de sa vie, sa tranquillité et une partie de son innocence. Mais ce soir, s'il devait tout recommencer, il ne changerait sans doute rien, car il a gagné le droit le plus précieux qui soit celui de se regarder dans un miroir sans baisser les yeux. Il ne chante plus pour la gloire, il chante parce qu'il est libre. Et c'est peut-être là, finalement, son plus beau succès.